Vous allez entendre ce soir une voix un petit peu différente, celle de mon invité Charles Prats, qui est magistrat spécialiste de la fraude fiscale qu'on a déjà reçu. Bonsoir Charles Prats. Bonsoir Mathieu. Merci d'être en direct avec nous. On va faire très simple. Lundi soir, Emmanuel Macron a pris la parole et a fait quelques annonces importantes en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes, une annulation partielle de la hausse de la CSG, la revalorisation de la prime d'activité, cette prime exceptionnelle aussi défiscalisée. On en reparlera un petit peu ce soir, sauf que tout ça, ça a un coût. Ça a un coût important. Alors Emmanuel Macron est aussi parti à Bruxelles, essayer de peut-être expliquer à nos 26 camarades européens ce que sont les gilets jaunes et pourquoi il faudrait dépasser les objectifs de déficit. Charles Prats, on cherche de l'argent. On a besoin de 10, 12, 14 milliards d'euros. Et vous étiez spécialisé dans la fraude fiscale auparavant. Alors, la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire la fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude douanière. Et effectivement, quand j'entends que l'État est à la recherche de quelques milliards d'euros pour baisser les impôts des Français, finalement, puisque c'est ça, on rend aux Gilets jaunes, en tout cas aux Français, on leur rend des augmentations de taxes, donc on leur rend de l'argent, des prélèvements pour leur pouvoir d'achat. Et en réalité, les sous, on sait où aller les trouver, et très rapidement. Alors, effectivement, on peut parler de la fraude fiscale, ce qui prend du temps de faire des contrôles fiscaux, mais vous avez un gisement qui existe en matière de fraude sociale qui n'est pas exploité depuis maintenant plus de 6 ans. Alors il faut dissocier la fraude fiscale, effectivement, l'évasion fiscale de la fraude sociale. La fraude sociale, c'est quoi ? Mais là, alors la fraude sociale, c'est tout ce qui va être soit les cotisations sociales, la fraude le travail au noir, la fraude au prélèvement, soit la fraude aux prestations sociales. Mais en fait, vous avez un domaine très particulier sur lequel le travail a priori n'est pas fait, c'est la fraude sociale documentaire. Et c'est un véritable scandale d'État, je n'ai pas peur de dire le mot. À l'époque où j'étais au ministère du Budget, nous avions découvert que nous avions a priori 1 800 000 numéros de sécurité sociale qui étaient attribués en France sur la base de faux documents. Je vous explique comment cela fonctionne. En fait, quand vous naissez en France, vous savez que vous avez un numéro INSEE, c'est le numéro de sécu, qui vous est attribué selon votre sexe, votre année de naissance, votre lieu de naissance, la ville dans laquelle vous êtes né, et votre numéro d'ordre dans le registre d'état civil. Que vous soyez français ou étranger né en France, c'est votre numéro de sécu. En revanche, quand vous naissez à l'étranger, là, l'INSEE n'a pas un registre de toutes les communes partout sur la planète. Et donc, si vous êtes français né à l'étranger, enfant d'expatriés, ou si vous êtes étranger, né à l'étranger, et puis qu'ultérieurement vous venez en France, dans le cadre d'une immigration légale pour travailler, etc., et que vous commencez à travailler, là il faut vous donner un numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle le NIR, le numéro d'identification au répertoire, et qui va être ensuite ce qu'on appelle le NIR certifié, on certifie votre identité, et ça c'est la clé d'entrée dans le système de protection sociale pour percevoir les prestations, quelles qu'elles soient. La sécurité sociale maladie, les retraites, les allocations familiales, le RSA éventuellement, etc., etc. Donc c'est ce NIR, ce numéro certifié qui vous est attribué. Et là, il y a beaucoup de fraude. Et quand vous êtes né à l'étranger, il vous est attribué manuellement, puisqu'il n'y a pas une automatisation, par délégation de l'INSEE à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans un service qui s'appelle le Sandia, qui est basé à Tours. Et là-dessus, à l'époque, notre attention avait été attirée. On nous avait dit, faites attention, il y a un problème. Depuis le décret Jospin, c'est un peu technique de simplification, avec des photocopies qui pouvaient être données. Et là, nous avons fait à l'époque, en 2010-2011, une étude avec la police de l'air et des frontières, les spécialistes des faux documents et des gens de l'INSEE pour faire de la stratification, une évaluation statistique de la fraude, et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de fraude supérieur à 10% sur un stock à l'époque, en 2011, de 18 millions de numéros de sécu. C'est-à-dire 1,8 million, quoi. Donc 1 800 000 numéros de sécurité attribués sur la base de faux documents, faux extraits d'acte de naissance, etc., etc. Ce qui représente à peu près 7 000 et quelques euros de dépenses de sécurité sociale par an et par numéro, ça fait 14 milliards par an dépensés. Ça fait pile 14 milliards. Ça fait pile 14 milliards. Alors, à l'époque, bien sûr, on a réagi. Fin 2011, on a fait modifier la loi tout de suite en urgence. On s'est rendu compte des choses. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a fait modifier la loi en disant, maintenant, on ferme le robinet, on ne paye plus d'argent à ces gens-là et on regarde tous les dossiers. Voilà. Là, on était fin 2011, début 2012. Le décret d'application n'a jamais été pris, puisqu'à l'époque vous avez eu l'alternance politique, tout ça est tombé aux oubliettes. Et il y a 1 an et demi, maintenant, un peu moins de 2 ans, une sénatrice, Nathalie Goulet, a posé une question au gouvernement, au Sénat, en disant mais qu'est-ce que vous faites avec ce dossier-là? Et là, la ministre qui lui répond au banc, au Sénat, on en a regardé 500 sur un stock de 18 millions de dossiers, sur lesquels il fallait trouver pratiquement 2 millions de dossiers frauduleux.
l'administration en avait regardé 500 en l'espace de 5 ans. Donc en fait, ce 1 800 000 qui pose problème, faux numéro de sécu, enfin basé sur de la base de faux documents, circule absolument librement, continue à percevoir des prestations Alors, est-ce sociales. qu'ils perçoivent ou pas? Il faut regarder au cas par cas. Vous pouvez avoir des gens qui connaissant le système peuvent s'être créés 20 ou 30 identités différentes et vont percevoir comme ça 20 ou 30 fois des prestations. Alors vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez imaginer l'étranger en situation irrégulière qui se fait une fausse identité, mais vous pouvez aussi imaginer, et ça existe, des réseaux très organisés où les gens se créent de multiples identités pour percevoir à de multiples reprises les sous. Et alors là où il y a quelques milliards à récupérer, jusqu'à 14 milliards, Charles Prats, vous, ce que vous dites aussi, et c'est important, c'est qu'on ne fait rien pour les récupérer, voire on met la poussière sous le tapis. Bah écoutez, moi je constate, c'est vrai que j'ai quitté le service à l'époque à Bercy, je suis revenu en juridiction en 2012, me disant bah voilà, les choses vont bouger, on a fait voter la loi, nous on avait fait notre boulot. On avait donné le cadre juridique et les outils juridiques pour que le travail de lutte contre la fraude soit fait. Quelques années plus tard, je découvre à l'occasion d'une question au gouvernement que rien n'est fait. Et d'ailleurs, la même sénatrice a fait voter un amendement il y a quelques jours au Sénat en demandant au gouvernement de rendre un rapport dans les 6 mois sur ce problème-là, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Là, ce n'est même pas des prélèvements qui ne rentrent pas dans les caisses. Là, c'est de la trésorerie qui sort. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. C'est de l'argent qu'on peut immédiatement économiser. Immédiatement. C'est-dire que si on traite en empêchant dossier, de sortir, en coupant le robinet. On coupe le robinet et voilà. Cet argent-là, ces milliards-là potentiellement, et ben c'est autant de cotisations sociales en moins, autant de CSG en moins, autant éventuellement de primes de Noël en plus, de baisse de l'impôt sur le revenu, que sais-je. Après, c'est de la comptabilité, on fait passer les flux. Mais et là, la politique, on choisit où on met l'argent. Mais en tout cas, cet argent choisit où on met l'argent, mais là, on peut choisir d'où est-ce qu'on évite de le perdre. Merci beaucoup, Charles Prats.